Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver pour un nouveau cas clinique. Donc, ce sont les cas cliniques en vidéo catastrophe, épisode numéro 17. Retrouvez donc tous les épisodes précédents sur la chaîne. Vous l'aurez en description et aussi en fin de vidéo. On est parti. Vous êtes aux urgences. C'est la fin de nuit ou tout début de matinée vers 5 heures et vous recevez un homme de 27 ans qui a été amené par les pompiers puisqu'il a été retrouvé sur le trottoir présentant un traumatisme crânien, une plaie avec du sang un petit peu partout. Voici ce qui est décrit en tout cas et à la prise en charge par les pompiers. Il est Glasgow 15, il est conscient, hein, orienté. Il présente effectivement une plaie qui a été pansée avec un A. L'hémodynamique est tout à fait stable, rien d'autre n'est déclaré dans les paramètres des pompiers. Et effectivement, il sent un petit peu l'alcool, il ne prendrait aucun médicament et n'aurait pas d'antécédents. Donc on va voir les différentes questions. Comme d'habitude, je vous laisse faire pause, prendre le temps de réfléchir et puis moi je vous donnerai la réponse par la suite. Donc pour cette première question, comment définir la situation à son arrivée aux urgences selon les informations déjà disponibles? Première proposition, traumatisme crânien léger. Proposition B, TC modéré. Proposition C, TC grave. Proposition D, TC grade 3. Et proposition E, il manque des éléments pour conclure. Je vous laisse faire pause pour me donner les réponses ou la réponse correcte. Alors la réponse attendue, c'était la première, traumatisme crânien léger. Alors pour les puristes, pour les plus stricts d'entre vous, vous me direz que c'est une mauvaise définition, car il n'y a pas eu d'évaluation par un médecin, ni un recul de 2 heures de prise en charge. Mais c'est surtout pour la compréhension. C'est donc, on peut le dire simplement selon la description, un traumatisme crânien, oui, avec une plaie certes, mais qui est Glasgow 15, qui n'a pas perdu connaissance, qui n'a rien eu de particulier, qui ne prend pas de traitement et la cinétique, était alors inconnue, en tout cas, on n'a pas d'argument pour quelque chose d'extrêmement violent. Dans un premier temps, en tout cas, c'est pour ça que selon les informations disponibles, ça paraît être un traumatisme crânien léger. En tout cas, on pourrait le définir comme ça. On va le voir par la suite. Si je vous montre cette image qu'il faut rechercher lors des traumatismes crâniens, eh bien, je vous demande qu'est-ce que ce signe et quel examen devez-vous réaliser alors en présence de ce signe clinique? Je vous laisse faire pause pour réfléchir un petit peu sur le nom de ce signe clinique et savoir ce qu'il faut faire dès que vous voyez ce signe clinique. Et donc, qu'est-ce que ce signe clinique? C'est le signe de battle, comme le mot anglais battle. Et quel examen doit-on réaliser? Eh bien, c'est un scanner cérébral injecté, puisque c'est un signe clinique d'une fracture de la base du crâne. En tout cas, une fracture, c'est un signe qui nous oriente vers une fracture du rocher et qui doit conduire à la réalisation d'un scanner cérébral injecté pour voir les carotides et le chemin des carotides, qui peut être le lit, en tout cas, de lésions vasculaires. Nouvelle question. Après 2 heures, le patient est de plus en plus confus. Que recherchez-vous à l'examen clinique? Proposition A, un déficit moteur. Proposition B, le score de Glasgow. C, un myosis unilatéral. D, une glycémie capillaire. Et E, un signe de Babinski. Je vous laisse faire pause et vous réfléchissez tranquillement. Je vais vous donner les bonnes réponses. Ou la bonne réponse peut-être, je ne sais pas.
Et donc, les bonnes réponses, eh bien, c'était toutes les propositions. Il faut rechercher un déficit moteur, refaire une évaluation globale. Donc, le score de Glasgow, côté la réponse des yeux, côté la réponse verbale, motrice, rechercher un déficit moteur, reprendre une glycémie qui doit faire partie des paramètres vitaux obligatoirement, rechercher une irritation pyramidale avec un signe de Babinski et le myosis unilatéral. Alors oui, s'il y a un myosis unilatéral, ça sous-entend qu'il y a probablement une mydriase unilatérale. S'il y a un myosis d'un côté, il y a probablement une asymétrie, donc une mydriase de l'autre côté. C'est une question piège, mais qui sous-tend une asymétrie. Une asymétrie, et donc une asymétrie dans l'examen neurologique, c'est qu'il y a probablement quelque chose de grave, en tout cas en lien avec un traumatisme crânien. C'était le petit piège. Le patient est Glasgow 13, vous voyez qu'il se dégrade un petit peu, il est plutôt agité, il se redresse sur le brancard, a des propos plutôt incohérents. Il n'a pas de déficit moteur, il n'y a pas d'asymétrie, il n'y a pas d'irritation pyramidale non plus, et à ce moment-là, il commence à présenter un épisode de vomissement. La question, c'est quelle pathologie redoutez-vous? Proposition A, une thrombose veineuse cérébrale. Proposition B, une hémorragie méningée. Proposition C, un lock-in syndrome. Proposition D, un hématome extradural. Proposition E, un hématome sous-dural. Je vous laisse faire pause pour répondre à cette question qui n'est pas très difficile, mais il faut tout de même être quasiment certain du diagnostic. Donc je vais vous donner la réponse. La réponse est un hématome extradural. Alors la thrombose veineuse cérébrale, déjà la présentation n'est pas typique. C'est-à-dire qu'un traumatisme crânien, ça doit nous amener à rechercher une hémorragie, un hématome, pardon, une hémorragie, un saignement, et quelque chose avec un intervalle libre, c'est un hématome extradural qui correspond. La thrombose veineuse cérébrale, c'est plutôt de manière caricaturale la femme jeune avec des facteurs de risque thrombotiques, qui a des céphalées, éventuellement des troubles visuels. Ça peut être une crise d'épilepsie ou un déficit à bascule. Bref, il y a quand même quelque chose de sous-jacent. On sent un petit peu le côté thrombotique qui apparaît plus ou moins brutalement, mais pas nécessairement. L'hémorragie méningée, oui, ça survient brutalement. C'est un coup de tonnerre avec un syndrome méningé à l'examen clinique, des céphalées prépondérantes. Il n'y a pas de signe de traumatisme crânien en tout cas. Évident, c'est pas la présentation de base. Le lock-in syndrome, non, c'est un tableau déficitaire brutal qui comprend un déficit global de tout le corps, sauf l'oculomotricité qui est préservée. Donc un tableau très très déficitaire qui ne correspond pas du tout à celui-là. Et donc les deux fameux hématomes, l'extradural avec la période initiale, l'intervalle libre, on parle d'intervalle libre de l'extradural, et l'hématome sous-dural qui intervient dans un contexte souvent d'une anti-agrégation du patient âgé, du patient éthylique, avec une ancienne chute ou le bébé secoué par exemple. Donc comme vous avez évoqué le bon diagnostic, il va falloir maintenant remettre l'imagerie correspondante par rapport au patient. Par rapport à notre jeune de 27 ans, quel est le scanner qui correspond? Donc vous voyez les différentes images. Il y a la proposition A, la B, la C, la D ou la E. Et je vous laisse faire pause. Et je vous dirai après les bonnes réponses. Enfin, la bonne réponse. Et donc la bonne réponse, c'était le scanner numéro C. On va voir progressivement à quoi correspondent toutes ces images. Hyper denses, puisque c'est du blanc et ce sont des scanners. Pour la première, le A, vous voyez la petite flèche jaune qui correspond en fait à une hyperdensité en lien avec une métastase.
Et donc le tableau est plutôt progressif et non brutal. Ensuite, le deuxième, ici, c'est une hémorragie, un hématome profond qui est survenu plutôt brutalement dans un contexte d'anticoagulation. Donc, vous voyez, c'est pas la même chose, tandis que pour notre jeune patient, c'est cette fameuse lentille biconvexe, c'est-à-dire qui ressemble vraiment à on dirait une amande en fait, et qui vient pousser, on voit qu'il y a une déviation de la ligne médiane, c'est-à-dire de la ligne qui sépare, qui coupe cette image en deux, hein. C'est comme l'image de la noix dans sa petite coquille, et on voit que ça pousse hein, toutes les structures vers la gauche, et donc il y a un signe d'engagement. C'est effectivement cet hématome extradural. Sur l'image numéro D, on voit en fait le cerveau qui est comprimé entre ces deux petits trucs gris. Donc la flèche de l'image D représente en gris foncé, donc en hypodense, un hématome sous-dural qui est chronique. Quand il est chronique, il est moins hyper dense, puisqu'il est moins chargé en fer en fait. Tandis que la partie plus claire, donc plus hyperdense, est plus chargée en fer, c'est un saignement récent, donc c'est deux hématomes sous-duraux avec une reprise, un saignement récent. Et enfin le dernier, un peu plus discret, dans le contexte aussi de chute chez un patient âgé avec une anticoagulation ou une antiagrégation plutôt, eh bien on peut constater ce sous-dural qui est plutôt chronique d'ailleurs. Je l'avais évoqué durant une vidéo. Eh bien ici, vous voyez le tableau qui récapitule grossièrement la différence entre l'hématome extradural, le sous-dural et l'hémorragie méningée ou sous-arachnoïdienne. L'extradural survient plutôt avec cet intervalle libre, avec un contexte de traumatisme crânien, c'est l'accident de la voie publique. Le sujet est jeune bien souvent, en raison d'un saignement artériel, une artère méningée, ou ethmoïdale, sinusale, bref. C'est une atteinte plutôt vasculaire artérielle, tandis que l'hématome sous-dural, ça peut être eh bien, un patient qui est anti-agrégé, un patient âgé, alcoolisé, ou même un enfant, alors c'est l'enfant, le bébé secoué, hein, avec des lésions au niveau des petites vénules qui saignent progressivement, et on a quelque chose de plus progressif, ou alors une installation qui va venir effectivement en plusieurs étapes, en plusieurs semaines, en plusieurs mois. Vraiment, c'est le progressif de la journée ou le progressif du mois ou des mois même. Tandis que l'hémorragie méningée, c'est le brutal, la céphalie explosive, avec ses antécédents d'hypertension, de migraine, d'épilepsie, de tabac, de dyslipidémie, dont les mécanismes sont multiples et surtout l'anévrisme artériel, les malformations, les dissections, les tumeurs, inflammations toxiques, bref, c'est vraiment les deux tableaux différents. Les hématomes, plutôt progressifs, alors que l'hémorragie méningée, c'est plutôt le tableau explosif. Le patient a vomi à nouveau 2 fois et il s'enfonce encore, c'est-à-dire que le Glasgow diminue, on est passé de 15 à 13 puis 8 maintenant. Quelle prise en charge est nécessaire? Proposition A, une intubation orotrachéale. Proposition B, une corticothérapie. Proposition C, vitamine K, 10 mg. Proposition D, du mannitol. Et proposition E, une craniectomie. Je vous laisse faire pause et je vais vous donner les résultats après. Les réponses correctes étaient une intubation orotrachéale, l'utilisation de mannitol et une craniectomie décompression. Alors pourquoi tout ça? Et ben l'intubation orotrachéale, puisque le Glasgow 8, hein, donc traumatisme crânien grave. En plus de ça, un hématome extradural. Voilà, il vomit, les voies aériennes ne sont pas protégées, bref. Là, véritablement, il faut procéder à l'intubation orotrachéale. Pour les modalités,
On peut procéder avec différents types de sédation. Ça peut être du propofol dans un milieu où on a l'habitude. Il a une tension tout à fait correcte. Sinon, on peut utiliser de l'éthomidate, aussi dépresseur, avec une hémodynamique stable, ça peut se faire. Sinon, on peut utiliser de la kétamine, c'est un peu en catastrophe. Et bien sûr, toujours un curare, évidemment. La corticothérapie, non, il n'y a pas d'indication, il n'y a pas de cause inflammatoire néoplasique en tout cas. La vitamine K, non, ça ne sert à rien. Là, ce qu'il faut, c'est ouvrir, demander au neurochirurgien d'intervenir, tout simplement. Le mannitol, oui, pour faire une osmothérapie, donc diminuer la souffrance neurologique. Et d'ailleurs, il y a une déviation de la ligne médiane qui correspond à peu près à la taille de l'hématome extradural, qui est un bon signe, c'est un facteur de bon pronostic. Bon, même si la pathologie est grave, c'est quand même un facteur de bon pronostic, puisque ça veut dire que lorsqu'on va enlever cet hématome, ça va libérer tout ce que ça a comprimé en partie égale, donc c'est un bon signe pronostic, même si la pathologie est grave. Et donc oui, je vous l'ai dit, une craniectomie est nécessaire. Pour la prise en charge, quelles sont les indications neurochirurgicales en cas de saignement et traumatisme crânien grave? Et bien, s'il y a un hématome extradural symptomatique, on y est. Hein. Je vous laisserai voir la vidéo sur les traumatismes crâniens graves. Le risque, hein, vraiment, c'est l'hypertension intracrânienne. Et vous voyez que s'il y a un sous-dural, il faut qu'il soit relativement épais, hein, plus de 5 mm, ou une déviation de la ligne médiane de 5 mm. Bref, il y a cette indication à retirer cet hématome. Une autre question, et c'est même la dernière question, quels paramètres devez-vous surveiller pour la prévention des axos? Je ne vous dis pas ce que sont les axos. Pour l'internat, vous êtes censé savoir ce que sont les axos. Donc proposition A, la capnie, proposition B, la kaliémie, proposition C, la température, D, la lactatémie et E, la créatininémie. Je vous laisse faire pause pour prendre le temps de répondre à cette question. Et puis moi, je vais vous donner la réponse et l'explication. Les bonnes réponses, les deux bonnes réponses, c'était la A et la C pour la capnie qu'il va falloir surveiller et la température. La kaliémie, oui, doit être surveillée, mais c'est pas pour les axos. La lactatémie doit être aussi surveillée si elle est augmentée, mais on va pas faire des cycles de lactate s'il n'y a pas de retentissement initial. Et la créatininémie, oui, mais pas autant que les axos en eux-mêmes. Alors, axos, ça veut dire quoi? On va le voir. C'est les agressions cérébrales systémiques, secondaires pardon, d'origine systémique, c'est-à-dire que ce sont les causes de souffrance cérébrale qui ne viennent pas du cerveau ou de la pathologie organique cérébrale, mais bien de tout le reste, sauf du cerveau systémique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour retenir Axos, c'est Axos T, donc A pour artérielle tension, l'objectif d'une PAM à 80, la capnie, attention, l'hypocapnie est plutôt vasoconstricteur, donc l'objectif c'est 35 mm de mercure plus ou moins 5. Le S c'est pour la sédation, stimulation, crise d'épilepsie, etc. Donc s'il y a une crise d'épilepsie, on la traite, sinon on ne traite pas. Le O c'est pour oxygène, il faut lutter contre l'hypoxie, urgemment. Le S c'est pour le sel et le sucre. L'objectif c'est une natrémie normale, une glycémie entre 1,4 et 1,8. Et le T c'est pour température normale, normothermie. Et voilà, comme ça vous pourrez vous rappeler de tout ce que sont les axos. Si vous voulez plus de détails, hein, revoyez donc les vidéos sur les traumatisés crâniens légers et graves surtout. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de lâcher un pouce bleu, de commenter, de partager, de vous abonner en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.